Donc passons à l'US Open de San Diego où Games Workshop était présent. 130 joueurs, 6 rounds avec un cut. Alors au niveau du showdown, on a Tyrannide contre To Again. Donc To, on est encore sur un To 7, on a une première patrouille de 2... Enfin voilà, une première patrouille. En QG, on retrouve un Commander Colstar pour l'Auto Advance de 8 pouces. On a le Vectored Maneuvering Thruster, donc qui est la relique du set TO, qui permet d'avoir un plus de pouces pour le Colstar. Et une fois par tour, il peut, lorsqu'il est chargé, réaliser un mouvement normal, sachant qu'il bouge de plus de 12 pouces grâce à cette relique. Ça lui permet justement d'empêcher la première unité souhaitant charger le Commander, grâce à son mouvement normal, l'unité adverse ne pourra pas le charger parce qu'il sera à plus de 12 pouces. Et je rappelle que lorsqu'on est à plus de 12 pouces, on ne peut pas déclarer de charge. Pour pouvoir déclarer, il faut être à 12 ou moins. Au niveau donc de l'équipement, on a le Burst Cannon avec son prototype, on a un Fusion Blaster et le Hide of Put Burst Cannon et le Shield Generator pour l'invulnérable 4+. Derrière, il a un marqueur drone et un Shield Drone. Très bien, j'aurais peut-être viré le Fusion Blaster pour une Target Lock, pour virer justement le couvert léger. Ensuite, on a un Long Strike, en troupe, on a les carnivores. En élite, on retrouve une première unité, je pense, oui, il y en a d'autres. Une première unité de Crisis avec Burst Cannon, double plasma rifle. Donc là, on a la saturation du Burst Cannon. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 6 x 5, ça fait 30 tirs de Burst Cannon quand même. Et on a un double plasma à chaque fois. Rifle. Alors, au niveau des équipements, on a l'Iridium sur un chasse-huit. Donc, c'est pas dans cette unité-là qu'on a mis le Steam Injector. On a du Shield Generator partout, sauf sur le Chavre. Parce que le Chavre a l'équipement Counter Fire Defense System. Donc, de mémoire, c'est pour un stratagème, le Counter Fire Defense System. Ça va être avant. Counter Fire Defense System. Coûte de 1 à 2 PC, ok. Utilisez ce stratagème à la phase de tir de votre adversaire. Quand une attaque est allouée à une figurine avec le Counter Fire Defense System de votre armée, la caractéristique de dégâts de cette attaque est changée à dégâts 1. Et si jamais la caractéristique de point de vie de la figurine est de 14 ou plus, le stratagème coûte 2 PC, sinon un seul PC. Ok. Donc on a vraiment le côté Shield Drone, invulnérable, on va dire 4+, avec les générateurs, les Shield générateurs. Et puis vers la fin, pour venir à bout du dernier, le Counter Fire Defense System lui permet de prendre que des dégâts 1, sachant qu'ils ont 4 PV par tête de pipe, donc il faudra 4 blessures. Un marqueur drone, 3 shield generators, ça je l'ai dit. Ensuite on a, 3 shield drone. En transport on retrouve un Hammerhead, je sais plus s'il y a Long Strike, oui il y a Long Strike, donc on est à 2 Hammerhead pour le moment. Dans la deuxième patrouille nous retrouvons Aunva qu'on risque de revoir aussi après le prochain chapter approved de Nephilim. Donc il a le Storm of Fire, Sense of Stone et Wisdom of the Guide, et lui de base il peut lancer 2 invocations sur 2+. Au niveau du commandeur, on a un Commander Enforcer, donc lui il donne à une unité de Crisis le super OP, l'objectif c'est sécuriser. Entrée de Seigneur de Guerre, nous retrouvons le Precision of the Hunter, donc la full reroll touche bless, il a le gantelet au nagre, on retrouve le prototype To Lance-Flamme, donc on a vraiment un commandeur de CAC. Ensuite, il a 2 plasma rifle, donc il a la capacité de tuer de l'élite ou d'amoindrir les PV des blindés. Il a un bouclier et un shield generator, donc pour pouvoir avoir l'invulnérable à 4+, et 2 shield drones derrière en plus. Donc vraiment, on a un commandeur qui est très tranquille. Hein. Au niveau des troupes, on retrouve donc une unité de Kroot. En élite, on a 2 packs de Crisis, donc le premier pack de Crisis, même stuff. En fait, ils ont tous le même stuff. Alors, on a donc dans les Crisis, c'est ça, c'est Burst Cannon à chaque fois, Burst Cannon et double plasma rifle. Shield Generator, le Counter Defense System, ok, à chaque fois c'est la même chose. Un marqueur drone et 3 Shield Drone, j'ai écouté, hein, j'ai pas grand chose à commenter vu qu'on l'a déjà vu. Et enfin, dans le Supreme Command, on retrouve un commandeur Shadowsun. Donc maintenant, dans la liste Tyrannie, donc c'est un Léviathan. Donc nous avons un bataillon en Léviathan, en QG on a le Hive Tyran, donc là c'est un tyran à pied avec un canon venin et la relique du canon venin. Entrée de Seigneur de Guerre, il a de Garrett Guidance pour donner un +1 pour toucher. On retrouve un Neurotrope avec la Synaptic Tendril, donc pour donner un bonus de 1d6 pour cast les sorts à une unité psycheur, et la Résonance Barbe pour connaître un pouvoir psychique supplémentaire et atteindre le +2 pour cast les pouvoirs. En troupe, on a 2 petites troupes de guerriers tyrannides à peu près équipées de la même manière. On a Père des Pédos et des Spitters, sauf dans une unité où on a viré un des Spitters pour un canon venin.
Ensuite, on retrouve le traditionnel gros pack de 9 guerriers tyrannides, avec Dual Bone Sword, Death Spitter et les 3 canons venin, glande d'adrénaline, et là, par contre, on a mis des sacs à toxines, peut-être qu'il restait 10 points dans la liste, et il les a ajoutés. Sacs à toxines, je rappelle, c'est lorsque vous faites un 6 non modifié pour toucher, vous blessez automatiquement. Quand on a des armes, force 8, PA-2, dégâts 2, c'est intéressant. Enfin, en élite, on retrouve un Malceptor tout nu, une unité de 3 pyrovores, 3 tirs en garde, donc tout nu, pour protéger le tyran. On a 3 Venom Trop pour infliger le -1 pour être touché, unité de 3 zoanthropes. En attaque rapide, nous retrouvons le parasite de Mortrex avec en relique le sac de gestation. Et en trait de seigneur de guerre, l'Alien Cunning, donc pour être objectif sécurisé et compte pour 5 figurines. Sachant que le sac de gestation, pour rappel, donc c'est une action qu'il doit faire. De mémoire, c'est à la phase de tir et il peut faire pop une unité de 1 des 3 plus un socle de Vorace. Ce qui fait en moyenne donc 3 socles de Vorace, parce que le D3, imaginons que vous faites 2. Ce qui fait que en combinant avec le trait, vous avez potentiellement 8 socles sur l'objectif. Donc il faut ramener de l'unité super OP et plus de 8 socles pour reprendre l'objectif. Derrière, en plus, si vous mettez les voraces entre votre parasite et les unités ennemies, justement, vous pouvez absorber et protéger votre parasite facilement. Du côté des supports, nous avons une unité de 3 Carnifex, tous équipés de la même manière, avec la CTA3+, le canon venin, le sporciste pour avoir votre sauvegarde à 1+, sur les Carnifex, parce qu'ils ont sauvegarde à 2+ de base, mais vous gagnez le couvert léger grâce à ça, et les 2 armes de Carnifex classiques. Donc là, on n'a pas de glande d'adrénaline par contre. Enfin, on a un exocrine avec les munitions voraces, donc lorsque vous touchez, vous lancez un dé, à la fin après avoir résolu vos tirs, vous lancez un dé sur 2+, vous allez pouvoir infliger 1 des 3 blessures mortelles supplémentaires. Nous allons vivre notre deuxième match tyrannide contre Tau avec un déploiement en coin. Cette fois-ci, nous sommes sur un terrain ouvert américain plutôt que sur un terrain placé par les joueurs, ce qui rend certainement plus difficile pour les Tau de s'assurer qu'ils ont des lignes de feu ouvertes, mais leur donne l'avantage de pouvoir rester très facilement à une distance sûre des insectes dès le début, afin d'essayer de les affaiblir puis de se disperser et de prendre le dessus. Donc Strike et un Hammerhead rendent l'émergence de Tyrannide encore plus effrayante que dans l'autre partie et réduisent significativement le potentiel de jeu de puissance d'un trio de Carnifex. Une fois de plus, cependant, les Tyrannides vont dominer de manière obsolète le primaire ici, surtout au début, et avec une mission primaire moins favorable pour les Tau par rapport à Secure the Missing Artifact. Donc ça c'est par rapport à la vidéo précédente. Et les Tau ont besoin de retourner le jeu assez rapidement pour y arriver. Cette partie a été diffusée sur la chaîne Twitch de Games Workshop, donc j'ai pu revoir la vidéo pour voir ce qui s'est passé. Et la partie s'est déroulée à peu près selon le plan des Tau, leur donnant une victoire, et elle a peut-être été plus importante que le score enregistré. On dirait qu'ils ont arrêté de compter quand la partie a été appelée. Les Tyrannides ont commencé très en retrait, sacrifiant de nombreux points au début de la partie, au-delà d'un primaire de 4 points. Mais ils ont choisi interrogation psychique et pas de prisonniers, ce qui signifie qu'ils sont totalement déterminés à faire perdre des points aux Tau. D'autant plus qu'ils ont raté l'interrogation mentale au premier tour et qu'ils ont dû s'y mettre à fond à partir du deuxième tour. Et même si cela leur a permis de continuer à marquer des points, cela a permis aux Tau de lancer une puissante contre-attaque, ainsi que des attaquants en profondeur et des unités rapides derrière la force principale des Tyrannides, qui a une empreinte relativement petite malgré un grand nombre d'unités, divisant leur attention et récupérant les primaires. Finalement, le plateau a été largement débarrassé des insectes et les Tau ont obtenu de gros scores en fin de partie pour remporter la victoire. Et donc les Tau remportent 74 à 71, donc ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Si on devait convertir en résultat WTC, on est sur un 10-10, donc une égalité. Mais au format américain, le moindre petit point que vous faites en plus de votre adversaire vous donne la victoire. Donc nous avons la liste Tau 7, Pas d'énormes surprises ici, avec une autre liste Tau lourde en Crisis, mais avec un Hammerhead à côté de Longstrike au lieu des Broadside. Ce qui donne des angles plus faciles sur Engage on All Front et efficaces sur les configurations de terrain Games Workshop. Félicitations à Matt pour avoir remporté le deuxième grand triomphe du bien suprême sur l'esprit de la ruche cette semaine. Ensuite, nous retrouvons la liste Léviathan en deuxième place, plus de Viatan et une autre forte dose de pression sur la table. Cette fois avec un peu plus de tir via le trio de Carnifex, l'Exocrine et les 3 pyrovores. Cela contribue à rendre dangereux pour les adversaires de toucher les ruines centrales sur les cartes Games Workshop. Et les Carnifex peuvent bien sûr passer sans effort à la brutalité en mêlée quand c'est nécessaire.
le parasite de Mortrex avec Alien Cunning, donc c'est son trait qui lui rend objectif sécurisé et compte pour 5 figurines, vaut également la peine d'être mentionné, car il a été montré assez souvent. La capacité d'aller très vite vers l'objectif sécurisé et de désactiver l'objectif sécurisé de votre adversaire en même temps via le stratagème Enfolding Strike est assez génial. Un bel atout supplémentaire pour piéger les adversaires imprudents. Et bravo à Cooper pour avoir piloté ce build jusqu'à la 2e place. En 3e place, nous retrouvons un autre taux. Ça fait la part belle au taux en ce moment, hein. Donc nous avons une première patrouille avec un Commander Crisis, donc qui fournit le désengage tir et le fait d'ignorer les malus au jet pour toucher, et à la CT. Donc il est équipé du prototype du Airbursting Fragment Projector qui fait que là, à partir du moment où vous touchez, l'unité à subir un malus de -4 à son commandement. Donc il suffit de faire une perte et l'unité a déjà -5. Double plasma rifle et la target lock pour ignorer le couvert léger. On a 2 marqueurs drone. Alors là on est sur un Farsight, on n'est pas du tout sur un TOS, parce que du coup on a un 2e commandeur dans la même patrouille, et là on est vraiment sur un pur Farsight, donc il n'y aura pas du tout de déterré. Le Commandant Enforcer Battlesuit, donc c'est le commandeur qui donne une unité sur l'objectif sécurisé. Il a l'Exemplar of the Coyon pour la full reroll des blesses. On a un Fusion Blaster, on a le Gantelet au Nagre, on a le double plasma rifle, le générateur de bouclier et un marqueur drone avec. Très bien, en troupe, on a une unité de Carnivore Croûte. On a une première unité de Crisis, je pense pas que ce soit la seule, non, il y en a 2 autres plus loin. Alors la première unité, on est 1, 2, 3, 4, 5, donc on a 5 Crisis. On a l'Iridium sur le châssis, donc ça veut dire qu'on n'a pas le Steam Injector dans cette unité. On a Plasma Rifle, Shield Generator, Tau Lance-Flamme et le Cyclic Ion. Très bien. Donc Tau Lance-Flamme, excellent dans le match-up contre les Arlequins. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait 5d6 plus 10 touches. Contre l'Arlequin de force 4, bon PA 0 dégâts, mais on s'en fout, ils ont qu'un PV, ils ont forcément une invue à 4+. Donc la PA contre l'Arlequin ne sert à rien. Et c'est aussi efficace contre les véhicules qui vous obligent à toucher sur 4+, no reroll, ou en -1 hit, no reroll. Là, bah c'est pas grave, vous touchez automatiquement. Ensuite, on a l'Early Warning Override, donc ça c'est le petit équipement qui permet à l'unité d'Overwatch pour 0, et seul le Chavre peut Overwatch à 5+. En tout cas, via cet équipement. Après, si set to defend, etc., il n'y a pas de souci. On a 5 drones de bouclier. Ensuite, dans la 2e patrouille, on a le Commander Farsight himself en senior, évidemment. Donc lui, il a une petite capacité qui est assez rigolote pour la phase de mêlée. Bon, elle n'est pas exceptionnelle, hein, mais il donne un +1 pour toucher. Donc ce qui fait qu'au lieu de toucher sur 5+, les Crisis peuvent, en tout cas une unité de Crisis en début de phase de combat, peut toucher sur 4+. Parce que le buff s'applique au début de la phase de combat. Le commandeur Colstar, donc lui qui donne l'auto-advance de 8, donc là il a les 3 types de commandeur Colstar, et commandeur Farsight est aussi un commandeur Crisis. Donc lui aussi il donne à une 2e unité la possibilité de désengager, charger et ou d'ignorer tout ou en partie des modificateurs jet pour toucher et à la capacité de tir. Donc le commandeur Colstar a Precision of the Hunter, donc c'est la full reroll touche et bless, on a un Fusion Blaster, on a Stormburst Cannon spécial, le Plasma Rifle, le prototype Tau Lance-Flamme, donc quelque part on peut dire qu'il a 2 commandeurs de CAC avec l'Enforcer et l'Onagre Gauntlet et le Colstar avec le Thermonutronic Projector, donc qui est le prototype Lance-Flamme. En relique, il a le Solid Image Projection, donc ça c'est l'invulnérable à 4+. Et la première sauvegarde que vous allez rater, les dégâts seront réduits à 0. Ensuite, on retrouve 2 unités de croûte en troupe. En élite, on a 2 packs de Crisis. Alors, les 2 ont 4 shield drones, les 2 ont 5 membres dans leur unité. La première est en Cyclic Ion, double plasma rifle, de shield générateur de partout. On a l'Iridium sur le châssis, donc c'est pas dans cette unité-là qu'on aura le Steam Injector. Et on a l'Early Warning Override, donc pour Overwatch à 0 PC et à 5+ pour son porteur. La 2e unité se voit aussi 4 shield drones. Cette fois-ci, on a l'Iridium et le Steam Injector sur le Chavre, parce que le Steam Injector est un prototype et seul le Chavre peut l'avoir, donc c'est pour ça qu'on met l'Iridium dessus, et qu'il a mis l'Early Warning Override sur un châssis. Au niveau des armes, on a Fusion Blaster, Plasma Rifle et encore des Tau Lance-Flamme, donc là aussi on a 5d6 touches plus 10, parce que c'est 1d6 plus 2, hein, les lance-flammes Tau. Sinon c'est Fusion Blaster, Plasma Rifle, donc là on a clairement une unité anti-char. Shield générateur de partout, un et les 4 shield drones. Ok, très bien. En attaque rapide, on a une unité de 4 chiens croûtes, et enfin en transport, on a un Hammerhead. Il est bon de voir qu'il n'y a pas que le set Tau qui se fait connaître, avec les agressives enclaves Farsight qui font une forte apparition ici, entre les mains de Mark. Les combinaisons Crisis et les commandants équipés sont toujours à l'ordre du jour, et Farsight peut utiliser beaucoup de ces derniers.
ce qui est très pratique. Et encore mieux sur les terrains Games Workshop qui ont tendance à récompenser l'infanterie rapide et volante. Et le fait d'avoir Farsight en plus de la précision du chasseur sur le commandant Colstar, comme quelqu'un qui peut faire sortir les ennemis de leurs abris pendant la phase de combat, ajoute définitivement de la valeur. Sachant que du coup il a l'Enforcer qui est le Gantleonac, donc il a une bonne capacité en mêlée. Il a le commandant Colstar avec le prototype lance-flamme, donc il a un deuxième commandeur qui en mêlée n'est pas ridicule. Et il a Farsight himself qui est pas dégueulasse en mêlée. Le dégagement de la zone de largage, donc ça c'est le stratagème Farsight, est également l'une des choses les plus effrayantes du jeu à essayer de planifier, car il est plus que capable de mettre plusieurs unités ennemies dans la poubelle, ce qui peut écraser un flanc manquant de ressources. Ne pas pouvoir prendre Long Strike est triste, mais il est clair que les enclaves ont encore une tonne de puissance. Alors moi j'aime... Ok, ils peuvent pas avoir Long Strike, mais c'est Aishi qui jouait, c'est un triple Hammerhead dans sa liste tôt, et du coup les Hammerhead peuvent avoir le petit stuff qui leur permet d'avoir une relance pour toucher, donc ils utilisent pour leur Raygun, et grâce à l'enclave Farsight, vous avez le trait Farsight qui vous permet d'avoir une relance pour blesser. Ce qui fait que vous avez tout pour fiabiliser votre tir de Raygun avec les Hammerhead. À la 4ème place, nous retrouvons un Tyrannide, un Léviathan Good Stuff. Alors, la liste Léviathan, on a une première patrouille avec en slot unité de 3 Anthropes. Ensuite, on a un Eurotrope avec le Synaptic Tendril et la Résonance Barbe, donc ça c'est un combo qui est très connu. On a un Swarmlord, donc ça change, parce qu'on le voit trop rarement, donc le Swarmlord phase de commandement peut donner une full reroll touche. On a une première unité de 5 guerriers tyrannides, donc équipés un peu vraiment classique, paire d'épées d'os, des spitters, canon venin, glande d'adrénaline. On a un double Malceptor, donc c'est pour ça qu'on a le Synaptic Tendril sur le Neurotrope pour buffer les deux Malceptors et balancer beaucoup de mortels. En support, nous retrouvons deux Carnifex à 120 points, donc la CTA3+, le canon venin, et puis ces deux griffes de base pour la phase de mêlée. En deuxième patrouille, nous retrouvons donc un autre... Non, pas un autre, parce que c'est Swarmlord. Donc on a un tyran à pied avec le canon venin. Et cette fois-ci en relique, on n'a pas le canon venin, mais on a l'Obliterax et en trait de seigneur de guerre, la Philnopane à 5+. On retrouve la même unité de guerrier tyrannide, mais cette fois-ci sans la glande d'adrénaline. En élite, on retrouve le Death Sleeper avec l'Alien Cunning, donc c'est l'objectif sécurisé, compte pour 5 figurines. Unité de 3 Venom Trop. De nouveau un Carnifex avec la CTA3+, le canon venin, et puis c'est deux griffes pour le CAC. Et une Harpie Synapse en amélioration, double canon venin. Encore des Léviathans Good Stuff, cette fois-ci pour s'assurer que les adversaires ne peuvent pas se cacher éternellement, en mettant à contribution à la fois une harpie et de multiples Malceptors. Cette liste ressemble à un cauchemar à jouer contre n'importe quelle liste, avec un objectif central, parce que trouver un équilibre entre ce qu'il faut engager au centre face aux mortels et le potentiel de contre-charge est une tâche très délicate, et beaucoup d'armées vont se planter et en payer le prix. Seul le maître apparent de la chasse aux bugs, donc aux insectes, Matt Geyer a été capable de faire tomber cette liste dans une demi-finale incroyablement serrée. Et félicitations à Joël pour son excellent résultat. Le reste du best, donc on a en 5ème place un autre Tyrannide Léviathan avec 3x5 guerriers et une double harpie. Ensuite on a une liste Inari, donc là on a un petit commentaire plus long que d'habitude. Sans doute la liste la plus extravagante du top des finalistes. Ce build combine Linkarn et beaucoup d'autres psycheurs avec deux plans dangereux. Un Hemlock et un Void Raven, et deux Falcons remplis de guerriers aspects. Cela lui donne une bonne portée précoce, une bonne résilience aux poussées de mêlée précoce, et beaucoup de trucs méchants avec lesquels jouer. Quelques constructions d'Inari ont commencé à apparaître maintenant que le fait d'apporter des éléments extérieurs au monde de l'artisanat ne casse le Strand of Fate, donc les bras, et c'est une belle vitrine d'une chose inhabituelle à faire avec eux. En 7ème place, donc on a Boone, James Kelling avec son Craft World, en Hail of Doom avec une Web Waygate, donc un truc qu'on peut pas jouer au format WTC. Pas mal d'unités qui tirent à mi-portée et des dragons de feu. Et enfin en 8ème place, on a un Tyrannide en Léviathan Good Stuff.